se poursuit en direct immersion ce matin dans l'univers de la sophrologie avec mon invité Nadine Lavis. Bonjour. Bonjour Emina. Alors tu es sophrologue depuis 20 ans, on va en parler dans quelques petits instants. Alors on se tutoie puisqu'on le fait déjà dans la vie. Absolument. Alors c'est parti. Est-ce que tu pourrais tout d'abord nous expliquer un tout petit peu en quelques mots ce que c'est que la sophrologie en réalité et à qui elle s'adresse? Alors la sophrologie s'adresse à tous les publics, que ce soit enfant, adulte, il n'y a pas du tout de limite. Qu'on soit bien portant, stressé, etc., c'est pareil, hein, c'est pour tout le monde. La sophrologie, c'est thérapeutique, hein, c'est thérapeutique et c'est, je dirais, un bon compromis entre quelqu'un qui irait voir peut-être un psy, qui chercherait peut-être à se détendre par rapport à une méthode de méditation et de yoga. Donc c'est le professeur Caicedo qui a donc créé cette méthode. Il était psychiatre dans les années 60. Donc dans les années 60, ça a bien marché. Il y a eu tout un temps où on n'en a plus trop entendu parler. Et en ce moment, c'est assez en vogue puisque certaines praticiennes ou thérapeutes le pratiquent dans le développement personnel, ce qui n'est pas forcément mon cas. Alors une question un peu plus personnelle pour te connaître un peu plus et connaître aussi à travers toi un peu plus la sophrologie. Qui est-ce qui t'a personnellement amené à faire de la sophrologie, à aller vers cette discipline ? Alors, en effet, j'étais plutôt dans un cadre commercial et ensuite dans l'immobilier, ce qui ne me plaisait pas du tout, parce que je n'étais pas du tout faite pour ça. Et je suivais une psychothérapie à une époque qui était sur sa fin, puisque j'allais déménager du nord de la France dans le sud-ouest. Et je dis à mon psychiatre, voilà, moi quand même, je vous l'ai pas dit, mais j'ai une frustration. Ce que j'aurais aimé, c'était de faire votre métier de psychiatre. Et là, il me dit, mais il n'y a pas de souci, il y a des voies détournées. Alors je le regarde un peu béate et je lui dis, ah bon? Et il me dit par exemple la sophrologie. Et là, ça reste dans un coin de ma tête. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Ouais. J'arrive dans ma région, je visite ma région, je vais à Pau et je trouve un flyer où une personne propose la formation de sophrologue. Et du coup, et là, ça démarre. Je me dis, mais c'est ça, je veux être sophrologue et je vais faire cette formation qui a duré plus d'1 an. Hein, c'était pas, voilà, c'est. Et je pense que c'était vraiment ce qu'il me fallait. Ça fait 20 ans que j'exerce avec plaisir, avec passion. Alors il y a de nombreux bienfaits de la sophrologie, mais comment est-ce que la sophrologie peut-elle aider à mieux gérer par exemple le stress au quotidien? Puisque ça, le stress au quotidien, c'est une question qui nous touche toutes et tous et qui revient souvent, ma foi. Oui, alors par des méthodes, je dirais que pour le stress, beaucoup la respiration. D'ailleurs, il y a des expressions comme j'en ai le souffle coupé, j'ai le souffle court, voilà. Donc ce qui montre bien que quand on est stressé, en fait, qu'est-ce qui se passe? On manque d'air, on se serre, voilà. Donc il y a ces méthodes-là. On travaille aussi beaucoup sur le mental. Hein. Donc il y a ces parties corporelles, psychocorporelles. Donc on travaille sur le corps par la respiration, par des méthodes Jacobson, Schulz, hein, parce qu'il y a c'est des techniques. Hein, il y a des écoles en fait. Ah oui, il y a des écoles. Hein. Donc moi je pratique toutes ces méthodes. Et puis aussi par le mental, par le biais de visualisation positive. C'est-à-dire que on alimente notre mental avec des pensées, en fait. Et les pensées négatives rebondissent en nous comme un petit mini-film, comme un mini-scénario. Alors, pour un peu que ça aille pas bien, on va être dans ces images négatives qui vont durer un moment. Donc, pourquoi les garder? Elles nous font plus de mal que de bien. Donc, c'est là qu'on apprend en sophrologie à demander aux personnes de chasser ces idées pour passer à des choses plus positives. Et ça, c'est très, très intéressant. Alors, dans quel cas est-ce qu'elle peut être particulièrement bénéfique? Est-ce que par exemple si je souffre d'insomnie ou de troubles du sommeil, est-ce que la sophrologie m'irait bien? Oui, tout à fait, tout à fait. De quelle manière, Nadine? Avec des méthodes adaptées. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la sophrologie, elle agit sur tous ces points-là. Elle agit sur le stress, mais ça, c'est banal. C'est banal parce qu'on est tous stressés. Elle agit sur les insomnies, elle agit sur on peut travailler sur des gens qui sont en addiction. Certains hôpitaux en France, je pense notamment à l'hôpital d'Amiens, si je me souviens bien, il y a des sophrologues qui accompagnent des gens qui sont en fin de vie aussi. On accompagne sur l'estime de soi, sur la confiance. Donc, effectivement, le tout
moi je dirais pour une sophrologue ou un sophrologue, c'est d'entendre ce que dit la personne, c'est d'écouter, hein, même les non-dits. C'est-à-dire qu'une personne qui vient la première fois, vient par exemple, effectivement, moi je dors pas, j'ai un manque de sommeil. Ben oui, mais ça peut pas s'arrêter là. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? C'est dû à quoi? C'est pas forcément lié au stress quotidien, ça peut être des choses autres. Le rôle du sophrologue ou de la sophrologue, c'est d'entendre, de mettre en confiance. Et puis ce que je voulais aussi dire, la sophrologie, c'est véhiculé par la voix du thérapeute, hein, c'est-à-dire qu'on emmène dans un état sophroliminal la personne à être d'un seul coup là sur l'instant présent. Alors en quoi est-ce que la sophrologie est différente d'une thérapie ou d'une psychothérapie ou encore de l'hypnothérapie? Alors, l'hypnothérapie, je ne connais pas trop, mais la différence qu'il y a entre cette méthode, je dirais, et moi, ce qui me semble intéressant, puisque j'ai fait quand même des psychothérapies pour moi, hein, en réalité, c'est que, et c'est ma façon de travailler, je suis pas certaine que tout le monde travaille comme ça, mais en tout cas, on vient me voir, j'écoute, ce qui m'est dit, et je travaille en fonction du besoin, mais ça a un coût. On ne fait pas ça en une séance, hein, ça demande du temps. Donc je dis toujours aux personnes qui viennent me consulter, eh bien faites chez vous. Voilà, je vais vous expliquer des techniques que vous allez mettre en place chez vous. Certaines le font, certaines autres pas. Mais c'est vraiment indispensable. Moi, je vais vous dire quelque chose, c'est comme quand tu vas chez le dentiste, si tu ne brosses pas les dents et si tu n'as pas une hygiène, ça servira à rien. Ça servira à rien. Et ben, la sophrologie, c'est ça aussi. C'est, je vois ma thérapeute, elle me donne des pistes, elle me donne des techniques. Je ne refais pas la séance chez moi, la séance qui peut durer d'1 heure à 1h30, mais en tout cas, moi je conseille, ça, vous allez pouvoir le mettre en place chez vous, vous allez pouvoir le faire, etc. Et donc, la séance d'après, c'est autre chose. On ne fait pas 10 séances de la même façon, hein. On change les techniques. Il y a une technique que j'aime beaucoup aussi, qui a été mise au point par le docteur Vitos, qui travaille sur les 5 sens. Oui. Donc, là aussi, c'est intéressant. Moi, je l'utilise beaucoup chez les personnes qui commencent à vieillir. Parce qu'en vieillissant, on perd un petit peu de tous nos sens. C'est-à-dire, c'est idiot, mais on entend moins bien, on voit moins bien, on a un vécu, on laisse passer des choses. Et ça permet de se recaler, de se recentrer, hein, d'être dans le temps présent. Donc ça, c'est intéressant aussi. Puisqu'il s'agit de moi, j'ai adjoint à la méthode sophrologique une formation de 2 ans en relation d'aide. Ce qui était spécifique, ce qui me permet de travailler sur les addictions, sur des problématiques de divorce, sur des deuils, etc. Ce qui permet de faire ce que j'appelle moi de la sophroanalyse. C'est-à-dire que la personne vient, je l'écoute et je travaille spécifiquement sur son cas. Alors pas forcément la première séance, qui est une séance découverte, mais ensuite la personne revient, il s'établit un lien, et là on travaille vraiment, on fait des choses vraiment qui vont bien. Pour preuve aussi, c'est que parfois les personnes arrêtent, il y a un budget, il y a un coût, les personnes arrêtent et elles reviennent. 1 an, 2 ans, 10 ans après, j'avais travaillé avec vous exercez toujours, j'avais aimé votre façon de travailler, et c'est ça aussi qui est intéressant. C'est pas forcément le réseau, mais c'est aussi la reconnaissance de la cliente. On n'appelle pas patiente, hein, puisque je suis pas médecin. C'est voilà, c'est le rendu de la cliente. Quand elle revient, on se dit c'est formidable. Parfois, elle renvoie son mari, elle ramène ses enfants. Donc, est-ce que vous travaillez dans un milieu autre que le cabinet, hein, vous, les sophrologues? Est-ce que vous intervenez dans un cadre médical, scolaire ou dans une entreprise? Alors, j'interviens oui, j'interviens à l'extérieur. C'est-à-dire que je suis intervenue durant 5 années dans une école d'équitation. Donc auprès des élèves jockeys, et là on a travaillé sur un programme qui était la confiance en soi et aussi l'aide au maintien du poids, puisque les élèves jockeys doivent se maintenir à un poids. Donc ça a été une expérience assez formidable. Après, j'ai un petit peu donc déconnecté de cette façon de travailler, et puis il m'a été proposé de travailler en centre éducation fermé. Donc un éducateur est venu me voir me disant, écoutez, voilà, je prends rendez-vous avec vous, est-ce que ça vous intéresserait? Je lui ai dit, venez, mais il y a de fortes chances que ça ne me plaise pas. Un petit peu d'appréhension, un petit peu de peur, et puis au bout d'un moment je me dis, mais
pourquoi refuser? Allons voir. Donc je lui dis, écoutez, je vais venir voir, je veux bien faire une séance d'essai bénévole, et puis on verra. Et je me suis prise au jeu. Donc je pense aussi que si on a des spécialisations, la mienne c'est vraiment les adolescents. Ça me passionne, ça me passionne. Alors, en centre éducatif fermé, c'est beaucoup plus compliqué. On a affaire à des jeunes complètement déboussolés. Et là, je travaille sur la confiance en eux, sur les émotions, puisqu'en fait, ce sont des adolescents. Et on sait très bien que les adolescents sont régis par leurs émotions, qui sont la plupart du temps la peur, la tristesse, la colère, très rarement la joie, où elle est fugitive. Hein. Oui. Et le monde actuel, je pense que c'est partout pareil. Mais en France, actuellement, c'est très difficile. Les adolescents ont des problématiques liées, paraît-il, aux réseaux sociaux. Pourquoi pas, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Donc, je travaille avec eux. Et pour dire, au démarrage, je me dis, je vais travailler sur la confiance en soi. Mais ils l'ont, la confiance. Quand on va faire une bêtise, quand on va faire quelque chose, c'est qu'on sait qu'on est capable de la faire. Donc, la confiance, je l'ai, je peux le faire. Même si c'est mal, je peux le faire. L'estime de soi, c'est tout autre chose et on travaille beaucoup sur ça. Et ça fait 5 ans que je travaille avec eux et c'est très enrichissant. Ça me passionne totalement. Alors justement, qu'est-ce que la sophrologie t'a apporté à toi, Nadine Lavis, entre la formation, ces rencontres humaines, le fait d'être à l'écoute, tout ça, qu'est-ce qu'il t'a apporté? Quel changement dans ta vie? Alors, le changement dans ma vie, c'est que je me suis rendu compte, et bon, je le dis sans prétention, c'est que je suis très empathique, j'aime l'autre, j'aime la rencontre, j'aime les différences. Donc ça m'apporte beaucoup. Ensuite, personnellement pour moi, le paradoxe, c'est que parfois je me dis j'aurais bien besoin d'une bonne sophrologue. Parce que j'arrive pas à me blinder, moi. J'arrive pas à me blinder, j'arrive pas à me dire bon, c'est pas mon histoire, c'est pas dans mon tempérament. Donc je m'investis beaucoup, je prends beaucoup, et parfois c'est compliqué, c'est dur de. Tu n'arrives pas à prendre ou à mettre une distance. Oui, et j'ai des amis médecins qui me disent. Quand je dis oh là, toi qu'est-ce que tu dirais si c'était ta cliente? Alors là je me dis mais oui, travaille un peu. Alors je travaille un peu sur moi. Hein. Je fais aussi une méthode qui est le EFT et ça marche bien. J'arrive à le faire quand même. Alors selon toi, tu as parlé de l'empathie à l'instant. Quelle est la qualité première que se doit d'avoir un sophrologue ou un futur sophrologue? L'écoute empathique et la bienveillance et le non-jugement. Et le non-jugement. Et c'est très important. Par exemple, quand je travaille donc en milieu fermé, très rarement, je demande pourquoi le jeune est là. Parce que je ne veux pas avoir d'idées préconçues. Je ne veux pas... globalement, je sais pourquoi il est là. Ils viennent tous pour la même chose, pratiquement, à peu de choses près. Et je dis simplement, s'il y a vraiment quelque chose de très particulier sur ce jeune-là, oui. Vous me le dites parce que je veux travailler du mieux possible avec lui. Mais je veux pas être dans le jugement. C'est pas du tout le truc. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette pratique, sur la sophrologie? Eh bien, j'aimerais que dans un temps où il y a de moins en moins de psychiatres formés en France, j'aimerais qu'elle prenne vraiment tout son essor. On a une jeunesse en détresse, on a vraiment, paraît-il que ça s'est accentué depuis le Covid. Il y a beaucoup de jeunes qui vont mal. Il n'y a pas que des délinquants, il y a des jeunes qui se suicident, il y a des jeunes dépressifs. Et j'aimerais beaucoup que d'un seul coup on comprenne que la sophrologie peut les aider, on peut les accompagner. Et ça, c'est important. Je voudrais qu'il y ait de la prévention, en fait. Ce qui, pour le moment, est difficile. Alors, ce qui est difficile aussi, c'est qu'on ait un métier qui commence à être connu, à être reconnu, mais qui n'est pas remboursé. Donc, ça a un coût. Ça a un coût et on est tous pareils, on regarde un petit peu le coût. Alors, tu es sophrologue, tu es aussi thérapeute, on va passer à un autre sujet ensemble. On va parler d'une pratique qui est à la mode aujourd'hui, mais dans le bon sens. Comment définir la pratique du collage? On va parler du collage. Quels sont les bienfaits de cette approche, Nadine Lavis? Alors, il y a deux méthodes et moi, je ne suis pas art thérapeute dans le sens où je ne travaille, c'est pas mon métier. De base, je n'ai pas été formée pour ça, donc je ne travaille pas sur le passé. C'est-à-dire que voilà, je laisse ça à des gens qui sont formés pour ça. En revanche, comme je suis peintre amateur, que je fais de la mosaïque, je me suis dit, je vais me former à l'art coaching, ce qui est différent. Et dans l'art coaching, ce que j'aime, ce que je pratiquais moi depuis des années, c'est le collage. Et quand on fait du collage, on est dans l'instant présent. On crée.
on crée, et on crée ce qu'on est en réalité, ce qu'on est sur l'instant, Alors, en fait, quand je le fais pour moi, je me rends compte que quand c'est mon travail propre, ben effectivement, c'est bien la vie que je mène dans l'instant. Si je décide de faire un collage par rapport à un voyage, c'est parce que dans l'instant, je pense à mon voyage. Si je fais autre chose qui est liée au sentiment, il va y avoir des choses qui ramènent au sentiment. Donc, c'est une thérapie très, très intéressante et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, j'ai essayé le collage, hein, j'ai essayé l'atelier de collage, je le dis aux auditeurs et auditrices de notre station, comme ça je sais de quoi je parle. Oui, je ne pourrais pas parler de quelque chose que je ne connais et tu pas. As fait quelque chose de très créatif, de très très beau. Je n'y croyais pas. Hein. Je te ressemblais. Je ne croyais pas que c'était possible. Alors, comment est-ce que le collage permet de raconter autrement, justement, le quotidien, le moment présent? Est-il libérateur, thérapeutique? Est-ce qu'il existe différents types de collage? Première question, comment est-ce que le collage permet de raconter autrement? Eh bien, en fait, d'ailleurs, tu as remarqué, quand j'ai préparé la séance, je vous ai fait un début de sophrologie. Oui, de respiration. Et pour vous mettre dans l'instant présent, j'ai choisi de vous faire évacuer tout ce qui environnait, les moments passés, etc., pour qu'on soit dans un temps présent. Et j'avoue que ça fait du bien. Hein. Oui, alors là, c'est vrai que je vous ai guidé. Hein, je vous ai guidé, on a fait un choix, on travaillait sur les couleurs. On a travaillé sur les couleurs et les participantes ont travaillé sur des couleurs différentes, hein, selon ce qu'elles ressentaient. Et alors, on a ouvert des revues, il y avait du papier, il y avait des ciseaux, il y avait des feutres. Certaines ont choisi d'écrire, de pas écrire, de coller purement et simplement. Et là, on s'aperçoit que ça nous ramène à ce que l'on est sur l'instant. Hein, malgré que ça soit guidé ce jour-là. Tu as vu ton travail, tu as vu celui des autres, qui n'était pas du tout le même. Hein, on est parti sur des choses différentes. Pour ma part, quand je le fais sans être guidée, puisque moi je le fais souvent le soir, c'est souvent le soir, eh bien, je prends mes revues et je m'aperçois qu'en fait, ce que j'ai collé correspond à une partie de ma vie de la semaine ou à quelque chose que j'ai envie de faire, de pratiquer. Il y a une chose que je trouve formidable, moi, c'est et je le fais pratiquer ça en septembre ou en janvier, puisque c'est les débuts d'année, la rentrée, ce qu'on appelle la rentrée puis le début d'année, c'est le vision board. Donc en fait, voilà, on projette ce qu'on va vouloir faire et on s'aperçoit, donc l'idée c'est de le pratiquer, de mettre sa photo pour qu'on comprenne bien que c'est pour soi, mais aussi de le mettre en vue et de voir effectivement si on est en phase. Est-ce que 6 mois après j'ai eu tous ces projets-là, est-ce que je les reporte, est-ce que ça s'est bien passé? Moi je sais que j'ai une pile de vision board chez moi comme ça, et il y a des fois il y a eu des ratés, hein. Il y a eu des envies, mais c'est-à-dire que c'est les objectifs, les petits et les grands objectifs, les petits et les grands objectifs. En images. Oui, en images. Et en réalité, on s'aperçoit que des fois il n'y a pas de petits objectifs. Ça paraît petit comme ça, et puis ça peut se bouleverser, ça peut se changer, ça peut se modifier. L'envie, elle peut être autre que ce qu'on avait imaginé au départ. Et puis peut-être aussi que les petits pas permettent d'aller vers des pas plus larges, plus grands, à aspirer plus. Alors on a parlé des matériaux, on a parlé de l'aspect libérateur du collage, mais comment naît l'idée d'un collage? Est-ce que à ce moment-là, la personne qui intervient dans l'atelier intervient par impulsion? Est-ce le hasard? Est-ce une réflexion profonde qui nous guide à chaque fois pour choisir telle ou telle image et composer le collage? Alors, comme en sophrologie, quand je fais, en fait, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que je fais des ateliers de sophrologie et ce sont des ateliers thématiques et ludiques, donc auxquels je réfléchis. C'est-à-dire que d'un seul coup, je me dis pas, tiens, je vais à tel endroit et puis on verra bien. Non, ça se fonctionne pas comme ça, c'est un travail en amont. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux proposer? Qu'est-ce que j'ai envie de proposer à ce groupe que j'ai quand même au préalable identifié, en réalité? L'idée, c'est d'identifier le groupe, de savoir quelle pourrait être l'attente, puisque là c'était un petit peu le cas quand on a fait le collage ensemble. Oui. Je suis dans un pays qui n'est pas le mien, donc je ne vais pas imposer des choses qui sont plutôt liées à mon pays, donc j'essaye d'être plus généraliste, mais malgré tout, je me dis, en étant généraliste, il y a des choses à faire, à proposer, donc c'est pour ça que pour démarrer, j'ai proposé un atelier basé sur les couleurs. Oui. Je me suis dit, là on va s'y retrouver, et en disant,
on verra selon nos aspirations. Ensuite, puisque je vais faire un deuxième atelier, il faut aussi le préciser, donc dimanche il y aura un deuxième atelier, et là, je vais le faire sur un côté plus sentimental, c'est-à-dire que en identifiant un petit peu les attentes des jeunes femmes ici en Tunisie, je me rends compte que ce sont les mêmes attentes que les jeunes femmes en France ou en Italie ou en Espagne. Et je me dis, qu'est-ce qui est important actuellement dans ce monde où on vit un stress permanent, où on a des peurs, où on se demande ce que sera notre lendemain? Et bien moi je pense que c'est d'y mettre du cœur, et c'est ce que je veux faire sur cet atelier prochain. Donc le thème, c'est le cœur. Le thème, ce sera le cœur, les sentiments, et ça va être un bon moment de partage. Donc c'est dimanche prochain, de midi à 13h30. Le lieu, plus de détails sur ta page Facebook, hein, Nadine Lavis. Oui, je vais mettre le lieu. Donc c'est un lieu cosy, c'est un lieu privé, hein, c'est un lieu privé, avec un accueil bienveillant, ça c'est important, parce que il se peut qu'il y ait des gens qui se connaissent, mais aussi des gens qui se connaissent pas. Des gens qui ne se connaissent pas. Donc l'important aussi de la personne qui mène l'atelier, c'est de créer aussi l'ambiance. C'est de créer, c'est-à-dire que c'est pas moi il m'arrive de faire un atelier, de connaître une personne ou deux. Eh bien oui, mais il faut que j'anime le groupe et que le groupe soit cohérent et que d'un seul coup tout le monde ait plaisir à partager et être ensemble. Et je crois que c'est ce qui s'est passé sur le dernier atelier, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est là, on découpe, on a choisi sa couleur, et puis on partage. Il y a une idée de partage, et c'est ce qui me semble est aussi thérapeutique. À la fin, on se dit, tiens, moi j'ai vécu ce moment-là, mais en partageant avec l'autre, on s'aperçoit qu'il y a eu un moment d'échange avec des personnes qui sont totalement différentes de nous en réalité. Est-ce que tu penses, Nadine Lavis, qu'il y a une part de soi-même qui se révèle à travers les collages qu'on met en place, sorte d'autoportrait caché? Oui, alors j'ai pas voulu le faire sur les ateliers que je propose là, mais il y a un atelier que j'aime bien faire. C'est en effet, c'est un collage, et sur lequel au démarrage on peut se dessiner. Il y a une autre aussi façon de travailler que j'aime beaucoup. J'ai pas osé la proposer en Tunisie, mais pourquoi pas, si je reviens je le ferai, qui s'appelle ma BD. Donc là on découpe et on dessine un petit peu son parcours de vie ou ce qu'on va faire, etc. Donc effectivement on peut se raconter. Ça n'a pas été le choix que j'ai fait, mais si je dois en faire d'autres, c'est probablement les choix que je vais faire pour les prochains ateliers. Se raconter. Oui. Alors, peut-on utiliser le collage comme outil pédagogique, notamment pour sensibiliser, par exemple, à certaines causes? Oui. Alors là, c'est pareil. Avec les jeunes, ça peut être intéressant aussi de faire des collages, parce que on peut s'apercevoir aussi de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils... En réalité, le collage, ça peut être aussi les non-dits. Ce que la parole n'a pas formulé. Oui. Et ça peut être intéressant les aussi. Les frustrations, par exemple. C'est-à-dire que, pourquoi pas un jour, je l'ai fait qu'une fois, mais pourquoi pas un jour dire, voilà, je réunis des personnes qui parlent pas, qui ont du mal à partager, à échanger, et là, eh bien, on joue le jeu. On se raconte, et on peut placer des choses, on peut dire des choses, parce que aussi dans le découpage, on n'est pas forcément obligé de découper des couleurs, on peut mettre des mots, on peut mettre des phrases, et les phrases en disent long, une petite phrase en dit long des fois sur le mode de fonctionnement. Alors on peut retrouver toutes ces informations-là sur ta page Facebook, Nadine Lavis, sophrologue. Je te laisse le soin du mot de la fin. Eh bien, respirons à grands poumons, parce qu'il fait très très chaud à Tunis, et puis essayons de voir les belles choses que la vie nous donne. Bien sûr, il y a du stress, mais surtout voir les bons moments. Et j'avoue aussi qu'il y a une chose sur laquelle j'aime beaucoup travailler, c'est sur la gratitude. Et Emna, j'ai une profonde gratitude pour ce moment qu'on vient passer ensemble. Et je te donnerai des pistes auxquelles j'ai pensé. Et que je partagerai peut-être avec les auditeurs de notre station. Sympa. Merci Nadine. Merci beaucoup. Excellente journée à toi. On reste ensemble sur RTCI, il est midi 34, et c'est toujours la même équipe qui vous tient en compagnie. Hoaïda Bizid à la réalisation, Rim Trabilsi à la création digitale, Emna Louzil au micro, et en direct avec vous depuis le studio 1.